Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme Billet, je suis le délégué général de l'ASRC de France Innovation et je suis également point de contact national à l'EIC Accelerator, ce qui m'amène à prendre la parole pour ce webinaire consacré à l'EIC Accelerator avec un focus particulier sur la première étape de candidature, ce qu'on appelle la Short Application. Je suis accompagné également de Carole Miranda. Carole, je te laisse te présenter. Voilà, donc Carole Miranda, donc je suis PCN EIC Accelerator avec Jérôme. On va essayer de rester dans le timing qui est prévu d'1 heure. Si jamais ça déborde, c'est possible, c'est-à-dire qu'il y aura eu un intérêt majeur pour le dispositif et qu'il y aura eu forcément des questions. Avant de laisser la parole à Carole, juste un rappel, par défaut, vos micros sont coupés ainsi que vos webcams. Ce sera le cas sur l'intégralité de la session parce que vous êtes nombreux, on en est ravis. Néanmoins, bien entendu, si vous souhaitez poser des questions, vous avez un module questions, le chat qui s'offre à vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On tâchera de répondre à l'intégralité des questions après le webinaire. Si jamais, par manque de temps, une question nous échappait, vous aurez l'adresse générique du PCN EIC Accelerator. Donc, il ne faudra pas hésiter à poser vos questions et à prendre contact avec nous. Ça y est, c'est parti pour ce webinaire. Je laisse la parole à Carole pour nous présenter le dispositif EIC Accelerator qui s'intègre dans le programme Horizon Europe. Merci Jérôme. Tu mets les slides? Hop. Alors, pourquoi je ne les vois pas? Alors, attends, tac. Ils sont visibles, Carole, tu peux y aller. Ouais, mais moi, voilà, ça y est, c'est mieux comme ça. Donc, bonjour à tous. Désolée pour le petit cafouillage technique. Donc, juste pour vous rappeler où se situe l'EIC Accelerator, donc pour Conseil européen de l'innovation, ou alors European Innovation Council en anglais dans le texte, il se situe, vous le voyez, au sein de ce pilier 3 de l'Europe innovante. Donc, juste quelques mots. Premier pilier du programme Horizon Europe, qui, je le rappelle, est la 9e programmation avec 95,5 milliards d'euros, est un pilier qui est dédié à ce qu'on appelle l'excellence scientifique, qui, comme vous le savez, est évidemment indispensable au développement économique et à la croissance et à la compétitivité, mot dont on parle beaucoup en ce moment. Il s'agit de financer ce qu'on appelle une recherche aux frontières de la connaissance avec 3 grands instruments, le Conseil européen de la recherche, les actions Marie Sklodowska-Curie et les infrastructures de recherche. Le pilier 2, vous le voyez, quant à lui, est dédié à ce qu'on appelle les défis globaux et la compétitivité européenne industrielle. Donc là, c'est clairement non pas piloté par la recherche, mais beaucoup plus par le politique, par l'industrie, même si bien sûr, il y a une recherche collaborative forte dans ce pilier-là. Et l'idée, c'est de se dire que les grands défis auxquels nous sommes confrontés ne pourront pas être évidemment résolus sans recherche, développement et innovation. Et enfin, pour la première fois dans l'histoire des programmes cadres, il y a donc un pilier, le pilier 3, qui est dédié à ce qu'on appelle l'Europe innovante. Et l'idée, c'est de s'attaquer quelque part au paradoxe auquel est confronté notre continent, entre d'un côté une recherche excellente et de l'autre côté une innovation, notamment une innovation de rupture, qui a encore des difficultés à pouvoir émerger. Slide suivante. Alors là, ça rassemble un petit peu tout ce que je viens de vous dire, avec en particulier, donc vous le voyez, un budget élevé de 95,5 milliards d'euros pour 7 ans. Donc je rappelle que le programme 4, c'est 2021-2027. Et vous le voyez pour le pilier 3, qui est donc consacré à cette Europe innovante, notamment pour soutenir les innovations de rupture, c'est donc plus de 10 milliards d'euros. Slide suivante. Alors, Conseil européen de l'innovation, slide suivante. Donc, vous l'avez compris, ce Conseil européen de l'innovation a vocation à permettre à notre continent de retrouver toutes ses lettres de noblesse en matière d'innovation. Et il a surtout pour but de finalement de soutenir un continuum d'innovation qui va des bas TRL en passant par le milieu de l'échelle TRL jusqu'au haut TRL. Alors TRL, pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas encore cette application, c'est Technology Readiness Level. Donc ça mesure en fait le niveau de maturité d'une technologie sur une échelle. Plus on est dans les TRL bas, donc 0, 1, 2, 3, plus on est proche de la recherche. Plus on est dans les TRL élevés, plus on est proche du marché. Au milieu, on est typiquement dans ce qu'on appelle le pilote, la démonstration.
La frontière se crée beaucoup au niveau du TRL 5-6, où d'un côté, on est plutôt dans des actions de recherche et d'innovation, mais avec un grand R, et de l'autre côté, on est plutôt avec des actions d'innovation avec un grand I. Donc, l'idée, c'est vraiment de financer tout ce continuum au travers de 3 grands instruments. D'abord, le Pathfinder, alors on l'appelle éclaireur en français, mais on va plutôt rester sur le mot anglais, qui permet d'aller justement de l'excellence de la science à la technologie radicale de pointe. TRL 1.4, vous avez 2 possibilités, soit ce qu'on appelle des appels blancs, donc des appels ouverts sans thématique, ou alors des appels avec des thématiques, ce qu'on appelle des challenges, ou ce qu'on appelle des défis. L'EIC Transition, lui, permet d'aller de la technologie radicale de pointe jusqu'à l'innovation disruptive. Donc là, on est clairement dans le milieu de l'échelle TRL, et notamment dans le fait de pouvoir développer une ligne pilote, un démonstrateur. Et puis enfin, l'EIC Accelerator, qui permet d'aller de cette fameuse innovation disruptive jusqu'au déploiement business sur le marché. Et là, on arrive dans des TRL plus élevés, puisque vous le voyez, c'est les TRL 5-6. Donc, vous avez votre démonstrateur, vous voulez en faire de la scalabilité, vous voulez aller jusqu'au marché et jusqu'à quelque part le market take-up, ou en tout cas l'industrialisation. Alors, il y a des formats et des règles différentes selon effectivement les instruments. Donc, généralement, Pathfinder et Transition, on est plutôt sur du consortium, voire du monodéposant. Tous les organismes peuvent participer, que ce soit les organismes de recherche, les universités, bien sûr les PME, les grands groupes, les ETI. On est exclusivement sur la forme de subvention. Vous voyez les montants entre 3 et 4 millions. Et puis pour l'EIC Accelerator, c'est exclusivement monodéposant, donc une seule entreprise peut en être bénéficiaire, et c'est ouvert exclusivement aux startups, aux PME ou aux PME de moins de 500 personnes. Et on va retrouver ce qu'on appelle le blended finance, c'est-à-dire le financement mixte qui permet à la fois d'avoir de la subvention et à la fois d'avoir de l'investissement. Slide suivante. Juste pour vous rappeler que nous faisons en tant que point de contact national, il y a ici Accelerator de très nombreux webinaires. On va en faire un le 5 novembre prochain pour vous présenter le nouveau programme de travail qui va être adopté à la fin du mois d'octobre. Et on en refera un autre, pardonnez-moi, je me suis trompée, on en refera un autre le 8 novembre sur la présentation donc, de ce fameux programme de travail 2025. Donc sachez que là, on va essentiellement s'atteler à vous décrire le Work Programme numéro donc, 2024, donc pour l'année en cours. Et comme je le disais, le 2025 est en cours de préparation et sera voté à la fin du mois d'octobre. Slide suivante. Alors venons-en à l'EIC, slide suivante, à l'EIC Accelerator. Donc comme je vous le disais, on est clairement sur un instrument mono-bénéficiaire, donc un seul participant. C'est ouvert aux spin-off, aux spin-out, aux startups, aux PME, donc de moins de 250 personnes. Les personnes physiques peuvent également déposer un projet, et c'est également ouvert aux ETI de moins de 500 personnes. On est clairement sur un projet Deep Tech, donc ça va financer des innovations de rupture créatrices de nouveaux marchés ou des innovations de rupture qui vont bousculer les marchés existants. Et comme je le disais, ça va permettre de financer toutes les phases d'innovation, de ligne pilote, de mise à l'échelle, jusqu'au marché, jusqu'à l'industrialisation. Donc Deep Tech, ça veut dire que généralement votre projet prend ses racines dans la recherche fondamentale, dans la recherche académique. Souvent d'ailleurs les lauréats ont un lien très fort avec cette fameuse recherche publique ou recherche privée d'ailleurs. On est sur des projets avec des forts besoins de financement, on le verra. Bien sûr, le projet est stratégique. Je rappelle que l'EIC Accelerator, c'est un instrument de croissance, c'est un instrument de scalabilité, c'est un instrument de scale-up, appelez ça comme vous voulez, avec à la fois une forte dimension d'innovation de rupture, donc on retombe sur ce qu'on appelle le projet Deep Tech, et à la fois une très forte attractivité commerciale, une très forte attractivité de la part du marché. Et pour pouvoir être éligible dans cet instrument, vous devez impérativement rentrer au niveau du TRL
5, 6 et on vous invite plutôt à rentrer au niveau du TRL 6, c'est-à-dire vous avez votre démonstrateur et vous l'avez vérifié dans une échelle qui est évidemment dans un environnement qui est proche de la réalité. Voilà, slide suivante. Pourquoi faire? Donc, je le disais, un instrument de scalabilité qui vous permet donc de réussir à faire en sorte, et on l'espère, que votre start-up devienne un jour une licorne, même si je vais tout de suite mettre un bémol à ce que je viens de dire. Tous les lauréats de l'IIC Accelerator ne deviendront pas des licornes, mais c'est un petit peu pour vous montrer le chemin de la croissance et un petit peu pour vous montrer ce qui est évidemment attendu. Ensuite, les besoins financiers sont importants, donc on est vraiment dans des projets, j'allais dire, costauds, puisque vous le voyez, vous pouvez obtenir un financement par voie de subvention donc, qui va jusqu'à 2,5 millions d'euros. Désormais, les financements se font sous forme somme forfaitaire, on appelle ça des lump sum en anglais. Et puis, vous pouvez aussi avoir évidemment un volet equity ou quasi-equity qui peut monter jusqu'à 15 millions d'euros. Donc, on est vraiment dans ces projets blended finance, comme je le disais en introduction, avec d'un côté une subvention pour vous permettre de parfaire un petit peu toute votre démonstration, tous les projets et toutes les activités d'innovation dont vous avez besoin jusqu'au TRL 8. Et puis ensuite, un financement par equity ou quasi-equity, vous le voyez, jusqu'à 15 millions d'euros, sachant que, évidemment, le financement par equity, l'investissement peut évidemment servir pour financer des activités qui sont bien sûr en deçà du TRL 8. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. La subvention s'arrête maximum au TRL 8. Alors, une fois que j'ai dit que la Commission européenne et plutôt l'EICMEA et plutôt l'EIC Fund, précisément, va vous accompagner dans cette scalabilité, il est clair que la vocation de l'EIC n'est pas d'investir seul. L'EIC investira toujours en co-investissement, donc il faudra qu'à un moment donné du parcours de l'EIC Accelerator, vous trouviez un co-investisseur pour pouvoir voilà, vous accompagner, parce que l'idée de l'EIC, c'est que ça n'est pas ni de remplacer le marché, mais c'est plutôt de répondre à des failles de marché. Donc, il faudra prouver à un moment donné que votre projet est risqué. Alors, on est toujours sur une ligne de crête entre votre projet est risqué, c'est pour ça que la puissance publique investit, mais votre projet a une forte quand même attractivité pour le marché, de manière à ce qu'évidemment l'investissement potentiel puisse avoir ce qu'on appelle un effet de levier. Alors l'EIC vous octroie, vous l'avez compris, du financement si vous êtes sélectionné, mais l'EIC vous permet aussi d'avoir ce qu'on appelle des mesures d'accompagnement, un accompagnement justement à cette scalabilité. Donc il y a plusieurs formes d'accompagnement, on appelle ça des BAS dans notre jargon pour Business Acceleration Services en anglais. Donc, ça vous accompagne pour parfaire votre business model, votre business plan. Ça vous accompagne aussi en matière de propriété intellectuelle. Ça peut même vous accompagner plutôt dans un domaine RH, notamment pour vraiment construire cette équipe de compétition. Ça vous accompagne également dans le domaine de la levée de fonds. Voilà, slide suivante. Voici les 3 étapes du processus de sélection de l'EIC Accelerator, sachant qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur la short proposal, mais très rapidement, donc la short proposal, je vais vite, pas de date de remise de proposition, c'est tous les jours de toute l'année, vous déposez quand vous êtes prêt votre short proposal. Généralement, il faut environ quelques jours à quelques semaines pour la réaliser, mais Jérôme reviendra plus en détail dans ce domaine de la short proposal. Vous serez évalué par 4 évaluateurs. Il faut qu'il y ait au moins 3 évaluateurs sur 4 qui disent go pour pouvoir aller dans l'étape 2 qui est celle donc de la full proposal. Et dès le stade de cette short proposal, vous pouvez bénéficier de ces fameux BAS dont je parlais. Vous pouvez obtenir jusqu'à 3 jours pour avoir un coach qui peut vous accompagner sur le domaine dont vous avez besoin pour vous parfaire. Donc, étape numéro 2, cette fois-ci, il y a des dates fixes pour remettre votre proposition de projet. Donc, pour 2025, voici les dates que nous avons
Aujourd'hui, elles ne sont pas encore votées, mais ça vous donnera une idée. 12 mars 2025 et 1er octobre 2025. Donc là, c'est un dossier beaucoup plus musclé que celui de la short proposal, puisqu'il fait 50 pages. Il faut aussi fournir un certain nombre de documents. Bon, le pitch deck qui est classique, mais attention, ce pitch deck sera celui qui sera utilisé pour l'étape 3 de la phase de l'audition et du pitch. Ça veut dire que vous ne pourrez pas le modifier entre l'étape 2 et l'étape 3. Donc, il faudra impérativement avoir un pitch deck qui soit autoporteur à l'écrit et à la fois qui puisse vous permettre de soutenir votre audition et votre pitch à Bruxelles. On va vous demander le budget, notamment le budget détaillé en somme forfaitaire. On va vous demander votre plan financier, on va vous demander votre cap table, on va vous demander ce qu'on appelle un DMP, un Data Management Plan. On va vous demander une étude pour vérifier que vous avez bien le FTO, le Freedom to Operate. On va vous demander des lettres d'intention, etc., etc. Donc souvent, il faut quand même quelques semaines à quelques mois pour pouvoir préparer cette full proposal. Et puis, cette fois-ci, il faut que les 3 évaluateurs sur 3 donnent un go pour vous permettre de passer à l'étape suivante. Et généralement, c'est un effet extrêmement structurant sur l'entreprise. Dernière étape, le pitch, entraînement évidemment intensif exigé. Vous allez passer cette fois-ci devant ce qu'on appelle l'EIC jury. Dans les 2 étapes précédentes, c'est-à-dire la short proposal et la full proposal, vous passez devant des experts indépendants qui ont plutôt un profil scientifique, innovant, avec bien sûr une bonne connaissance de ce que l'on appelle le go-to-market. Mais dans l'étape 3, l'EIC jury est quand même beaucoup composé aussi de VC, plutôt d'investisseurs, même si on va retrouver bien sûr des scientifiques et des innovateurs, mais quand même il y a ce profil qui est un petit peu dominant. Et si vous réussissez cette étape 3 du pitch, alors effectivement vous pourrez obtenir le financement demandé. Slide suivante. Alors, en termes de redépôt, ça c'est souvent une question que l'on a. Donc, il faut savoir que tous les compteurs sont remis à zéro et que toutes les candidatures précédentes de 2021, 2022 à 2023 sont donc effacées. Donc, on remet le compteur à zéro. Désormais, la règle d'or, c'est vous avez droit à 3 cartouches pour l'ensemble des 3 étapes que je viens brièvement de décrire. Donc 3 cartouches, pas une de plus. Par contre, le cooldown, ce qu'on appelait le cooldown à l'époque, donc est rallongé. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez utilisé vos 3 cartouches, vous n'avez plus le droit de soumettre une proposition de projet dans le cadre de ce 9e programme cadre qui s'appelle donc Horizon Europe. Donc vous pourrez en déposer dans le 10e programme cadre. Alors, il y a quand même des cas exceptionnels, notamment si vous changez complètement le projet ou complètement l'approche, c'est-à-dire vraiment si c'est un projet totalement différent de celui pour lequel vous avez, entre guillemets, obtenu 3 refus. Là, à ce moment-là, vous pourrez effectivement le déposer. La short application, alors juste quelques résultats pour, j'allais dire, vous mettre du baume au cœur. Alors, pourquoi je dis vous mettre du baume au cœur? Donc ça, c'est l'analyse qui a été faite par le PCN IIC Accelerator. Donc, vous voyez sur les résultats qui vont de 2021 à 2024. Donc, les taux de succès, on les a calculés à la fois à l'échelle européenne et à la fois pour la France. Donc, échelle européenne, vous voyez qu'on est à 37%. Par contre, vous voyez que pour la France, c'est plus de 1 projet sur 2 déposés en short proposal qui effectivement sont éligibles pour pouvoir déposer à la full proposal. Et puis, on espère évidemment aller jusqu'au bout. Donc, la France est vraiment extrêmement bien positionnée. C'est évidemment lié à l'excellence de notre écosystème et en particulier, bien sûr, à nos startups, spin-off et PME qui sont évidemment d'excellente qualité pour pouvoir passer cette short proposal. Donc, ce que je peux dire, c'est que pour ceux qui connaissaient avant,
les taux de sélection de cette short proposal étaient très élevés, c'est-à-dire qu'on atteignait à un moment donné des stades de 80% pour la France et 70% de moyenne européenne. Le fait d'être passé à 3 go sur 4, puisque avant nous n'étions qu'à 2 go sur 4, a fait que quand même, il y a un taux de sélection qui a quand même chuté. Et donc, quand on disait qu'avant, c'était une formalité pour un Français de déposer une short proposal, ce qui était vrai, aujourd'hui quand même si je dis qu'il y en a plus de 1 sur 2, il faut quand même un petit peu travailler son dossier. Et je vous rappelle que vous n'avez que 3 cartouches, donc il ne faut pas déposer pour déposer, il faut quand même déposer en ayant un petit peu structuré sa proposition. Le taux de succès, donc nous, on ne calcule pas les taux de succès full et puis le taux de succès audition, parce qu'en fait, ça ne veut rien dire. On calcule le taux de succès global qui va de la foule jusqu'à l'audition. Et vous voyez que là encore, la France est très bien positionnée puisque la moyenne est de 7,1 et nous faisons plus de 12% pour un dossier français. Dire aussi que dans ces 3 années qui se sont écoulées, la France est leader sur l'EIC Accelerator. Nous sommes le premier pays à avoir atteint la barre des 100 lauréats, puisque nous en avons 101. Donc, on est évidemment très fiers que notre pays voilà, ait la médaille d'or dans cet EIC Accelerator. Vous dire donc qu'il y a 631 lauréats actuellement dans toute l'Europe. Donc, toute l'Europe, on joue quand même là à peu près à 43 pays, si je ne m'abuse. Donc, les 27 États membres et ce qu'on appelle les États associés. Donc bravo. Et puis le ticket moyen, donc vous voyez que, souvenez-vous, on peut aller jusqu'à 2,5 millions d'euros pour la subvention et 15 millions pour le volet equity ou quasi equity. Et vous voyez qu'en Europe, c'est 6,4 et la France, on est plutôt à 8 millions. Ça veut dire que nous osons déposer des projets ambitieux et nous osons demander effectivement un certain nombre de financements conséquents. Slide suivant. Donc, il faut savoir, comme je le disais, que la short proposal, c'est donc tous les jours de toute l'année que vous pouvez déposer votre dossier donc de 12 pages, mais Jérôme y reviendra. Vous devez vous connecter sur ce que j'ai tendance à appeler le portail du participant, mais qui s'appelle en vrai le EU Funding and Tenders Portal. Voilà, on vous a mis le lien. Il faut quand même savoir que même si je dis que c'est tous les jours de toute l'année, généralement, c'est le premier mardi du mois où il y a une forme de relève des copies et où elles sont passées dans la moulinette de l'évaluation. Donc voilà, pensez-y si vous déposez votre projet. Le dossier à constituer, c'est ce qu'on appelle d'abord une partie A qui est administrative, une partie B qui est beaucoup plus du storytelling, l'histoire, votre projet, son avenir, son présent, avec un certain nombre d'annexes et Jérôme y reviendra. 4 à 6 semaines. Généralement, attention, il y a pas mal de retard en ce moment pour l'évaluation des short proposals. Donc, prenez quand même cela en considération. Je vous l'ai dit, 4 évaluateurs. Il faut au minimum que vous ayez 3 go sur 4 pour pouvoir être admissible, pour pouvoir déposer une proposition en full proposal. Donc là, ça a changé pour ceux qui connaissaient l'ancien EIC Accelerator, nous étions à 2 go sur 4. Et puis, enfin, en termes de validité. Donc, si vous avez déposé une short en 2023 et 2024, votre short proposal est valable pour les appels de 2025. Et si vous déposez votre short en 2025, par voie de conséquence, votre short proposal sera valable pour les appels 2025 et pour les appels 2026 également. Voilà, slide suivante. Alors là, ce qu'on a voulu vous dire, c'est qu'on essaie de voir un petit peu comment réagissent les évaluateurs. Et on s'est aperçu, alors sachant que voilà, on n'a pas de statistiques précises non plus, mais à chaque fois qu'on interroge un évaluateur, on se rend compte que la première chose qu'il regarde, c'est la vidéo. Donc voilà, la vidéo dans la short proposal, je le rappelle, n'est pas notée en tant que telle, mais elle participe évidemment à la bonne tenue du projet. Donc la vidéo n'est pas notée, mais c'est quelque chose qui est regardé. Donc essayez de faire une vidéo voilà, qui soit alléchante. Puis ensuite, il regarde le pitch deck. Ça, c'est aussi un second réflexe d'un évaluateur. Et évidemment, après, ils lisent la partie B, sachant que je rappelle, pour la short, on est sur un dossier de 12 pages.
Donc, ils ont évidemment la possibilité de lire dans le détail l'intégralité de votre proposition de projet. Faites toujours attention, alors ça c'est quelque chose qu'on remarque en tant que PCN IIC Accelerator, quand il nous arrive notamment pour les pitchs, parce qu'on propose des pitchs blancs, donc de relire forcément tout le dossier, on s'aperçoit souvent qu'il y a de l'incohérence dans les données. Donc faites attention à cela, entre la cohérence de la vidéo, du pitch deck et de la part B. Donnez des métriques. C'est quelque chose qui va évidemment rassurer, soyez précis, ayez des chiffres, ayez des faits, etc. Et puis, bien sûr, regardez bien aussi ce qu'on va vous demander en full application, donc la full proposal, pour que vous puissiez avoir un certain nombre déjà d'arguments dans votre proposition de projet. Dernière slide pour moi, et ensuite je vais passer la parole à Jérôme. Quelques mots quand même sur les critères d'évaluation. Donc vous voyez qu'en fonction de l'étape à laquelle vous en êtes, tous les critères ne sont pas appliqués. Évidemment, tous les critères le seront pour la full proposal et l'interview. Du côté de la short proposal, évidemment, l'excellence dans l'innovation. La short proposal, c'est ça, c'est regarder le caractère disruptif de votre innovation. Donc, est-ce que votre innovation présente un degré élevé, évidemment, de nouveauté par rapport aux produits, services, de ce qui peut aujourd'hui exister. Montrez que vous faites bien un saut par rapport à l'état de l'art, montrez que votre innovation va être couronnée de succès, comparez votre innovation aux solutions concurrentes, etc., etc. Il y aura aussi le timing. Le timing est important. Ça, c'est quelque chose, souvent, je trouve, qui est un petit peu oublié, parce qu'on regarde si le moment vraiment est opportun, pardonnez-moi, pour cette innovation, notamment en termes de marché, d'utilisateurs, en termes sociétal, scientifique, développement. Et puis, bien sûr, est-ce que vous avez aussi le fameux FTO pour vous mener jusqu'au marché. En termes d'impact, évidemment, la demande et notamment aussi tout ce qui a trait au développement du marché, donc l'impact sur les marchés européens et notamment le business de votre start-up. Et puis enfin, tout ce qui a trait au niveau de risque, on va surtout regarder dans la short l'équipe et notamment est-ce que vous êtes en train de construire une équipe de compétition qui permettra finalement de gagner cette course à la scalabilité et au marché. Voilà, je m'arrête là, Jérôme, je te passe la parole pour la suite. Merci Carole. Alors effectivement, on va voir un peu plus en détail ce qui va se retrouver dans cette fameuse short application. Alors juste un rappel, c'était dit par Carole, mais j'insiste là-dessus. Carole vous a présenté tout à l'heure dans le cadre de l'IIC 3 instruments qui se présentent intellectuellement comme un continuum, mais c'est un point essentiel. Vous n'êtes pas obligé, bien entendu, de candidater le IC Accelerator en étant passé par Pathfinder et ou Transition. La très grande majorité, quand je dis la très grande majorité, ça va être 99%, dès l'oral le IC Accelerator, n'avait pas forcément entendu parler de Pathfinder ou Transition. Donc, c'est bien votre projet qui est arrivé à un niveau de maturité TRL 6. C'est TRL 6 à minima, ça peut être du TRL 7 quand vous candidatez. Bien entendu, vous allez raconter l'histoire qui vous a amené jusqu'à TRL 6-7. Mais vous n'êtes pas forcément passé par Pathfinder ou Transition. Donc, je veux juste crever cette source d'incompréhension potentielle. Donc, il y a plusieurs éléments dans ce dossier de candidature. Il y a ce qu'on appelle la partie A, c'est la partie administrative. C'est pas très intéressant en soi, on va retrouver, mais c'est largement utile puisque c'est des éléments qui permettent de reconnaître le dossier. Donc, l'acronyme, le titre du projet, sa durée, les mots-clés, ce qu'on appelle les 3 descripteurs. Alors ça, c'est important, ces 3 descripteurs qui sont une liste automatisée, mais ça conditionne la sélection des évaluateurs. En fait, sur les 4 évaluateurs, ça va flécher votre copie vers une typologie d'évaluateur. Je ne dis pas qu'il y a une typologie qui est mieux que l'autre, hein. C'est un factuel et on n'a pas d'éléments sur est-ce que c'est mieux d'aller voir tel type d'évaluateur ou pas. Il y a un résumé, donc l'abstract, il y a la candidature précédente à des appels européens, donc il faut indiquer si vous êtes déjà candidaté dans des appels européens, l'aspect déclaration, et puis bien entendu, participant, alors c'est un truc un peu bizarre, vous allez le voir pour ceux qui comprennent, enfin qui prennent pour la première fois dans la main le template de la short application, c'est présenté avec un tableau sur les participants alors que c'est un mono-bénéficiaire. Non, il y a bien un tableau, mais vous êtes uniquement seul bénéficiaire de l'aide puisque vous êtes le seul demandeur. Et il y a une estimation du budget, on ne pourra pas forcément vous tenir rigueur s'il y a une estimation qui est moins bonne que ce qui va être indiqué dans la full application. Donc ça, c'est la partie A qu'on retrouve sur le portail du participant.
Il y a la partie B, ça c'est le gros du morceau puisque c'est là où vous allez pouvoir faire du storytelling en plus du pitch deck, puisque pour rappel, Carole l'a présenté, il y a la partie la partie A qui est la partie administrative, la partie B qui est ce dossier de 12 pages où on peut faire du storytelling. Il y a également le pitch deck et il y a également la vidéo. Pitch deck de 10 slides et vidéo de 3 minutes. Quand on dit 3 minutes, c'est bien 3 minutes. Hein. Ça peut être plus court, mais ça ne peut pas être plus long. Donc, le modèle est imposé, c'est-à-dire que vous allez voir, vous allez ouvrir votre template, il y a des questions et vous allez répondre aux questions. Il y a une liberté quand même de mise en forme puisqu'on peut inclure du visuel, des graphiques, et d'ailleurs c'est pensé pour ça, donc profitez-en. Hein. Ça fait partie du storytelling d'avoir aussi un beau dossier. Il faut bien entendu surveiller le fond, mais la forme a aussi son importance. Dites-vous que les évaluateurs, ils regardent plusieurs dossiers sur une seule journée. Donc, plus vous aurez un dossier séduisant sur le fond et sur la forme, mieux ça sera pour vous. Donc, il faut bien penser au storytelling. Vous racontez une histoire, tout comme vous pourriez raconter la même histoire à des investisseurs. C'est un financement public, mais vous racontez la même histoire, que ce soit un financeur public comme un investisseur privé. C'est exactement la même chose. En tout cas, c'est exactement la même chose dans le cas de l'EIC Accelerator, puisqu'en plus, les profils des gens qui vont être amenés à vous évaluer, notamment et encore plus vrai dans la partie jury et la partie interview, ce sont des gens qui peuvent être des profils VC. Voilà. Donc, il ne faut pas mettre ça sous le tapis. C'est bien des gens avec un regard investisseur qui vont regarder votre dossier. Donc, dans cette part B, et donc ce template avec un plan qui est imposé, il y a la description de la société, il y a l'aspect opportunité en termes de marché. Alors, opportunité, c'est quelle réponse apporter à un problème. Hein. C'est bien ça que vous allez décrire dans ce deuxième bloc. Un troisième bloc, c'est le produit, la service, grosso modo, la solution que vous apportez à ce problème, quelle est la source d'innovation que vous apportez, l'analyse de marché, puis la partie concurrentielle. N'oubliez pas, même, on peut très bien dire, je suis innovant, j'ai pas de concurrent. Il y a probablement des usages et des concurrents plus ou moins directs, mais ne sous-estimez pas la concurrence. Donc, il faut déjà travailler, même sur une short application. Ce que j'ai coutume de dire d'ailleurs, et je ne suis pas le seul, pour faire une bonne application en short application, enfin un bon dépôt en short application, un bon dossier, c'est comme si on était capable déjà de faire la full application. Avec un certain niveau de maturité dans votre capacité à argumenter votre dossier. Il y a la partie équipe et management, ça c'est un élément essentiel. Plus de toute manière, vous êtes sur un projet, alors TRL6, c'est pas immature total, mais on peut dire que vous n'avez peut-être pas encore de chiffre d'affaires. Sur certains dossiers, c'est le cas. Donc on peut imaginer qu'au-delà de votre capacité à proposer une solution innovante qui répond à un vrai besoin clairement identifié sur un vrai marché, votre capacité en tant qu'équipe est bien entendu essentielle, encore plus vrai que si vous utilisez sur un business mature. Et puis la demande de financement. Ce que vous avez indiqué sur la partie de demande de financement, sachez que par exemple, on est passé très vite sur le sujet, mais le dispositif EIC Accelerator est construit autour de cette notion de blended finance, un mix entre subvention et intervention capitale. Il y a d'autres possibilités, comme je demande que de la subvention, c'est plus rare, ou que de l'equity pour certains cas, beaucoup plus rare encore. Mais là aussi, vous avez indiqué le type de financement, mais ça ne vous conditionne pas sur le type d'évaluation et ça ne va pas conditionner votre capacité à changer pour le dépôt en full application. Description de la société. L'IIC, vous l'avez compris, on a parlé de scale-up, on a parlé de deep tech. Normalement, tous les voyants sont verts pour être dans une ambition internationale. Si le dossier que vous présentez n'est pas sur une ambition internationale en termes de scale-up, ça veut dire qu'a priori, en tout cas c'est un faisceau d'indices pour se dire que l'IIC Accelerator n'est peut-être pas le bon dispositif au moment où je candidate. Donc on parle bien de scale-up industriel, de technologie, mais on parle bien d'une dimension où votre terrain de jeu, il n'est pas franco-français, il est à minima européen, voire très vite international. Donc ce qu'on va retrouver dans ce premier bloc dans le template de la short application, c'est l'origine de la société. En fait, vous sortez probablement pas de nulle part. Comment est née la société? Donc on parle bien de storytelling. La situation actuelle, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que finalement ce que prend l'EIC Accelerator, c'est le projet phare? Est-ce que c'est le projet 1 parmi 25? On vous déconseille d'ailleurs le projet 1 parmi 25. L'ambition et la vision, où est-ce que vous voulez embarquer les gens? Et puis, est-ce qu'il y a des choses, des actifs? Alors ça peut être des actifs en termes de propriété intellectuelle, ça peut être des actifs en termes de choses déjà réalisées, mais c'est quels sont les succès que vous pouvez mettre aussi à votre actif. L'écosystème, dans quel écosystème vous gravitez, qui sont les gens autour de vous, est-ce qu'il y a des profils académiques, tout ça il faut bien indiquer dans cette partie écosystème. Deuxième bloc, on va parler de problèmes, opportunités, marché. Alors vous allez le voir, ça sera souvent à la frontière entre du market pool et du techno push.
Ça fait partie du jeu. Il faut être capable de dire on a une technologie qui est très disruptive, mais la techno en tant que telle, c'est pas une finalité, c'est un moyen. Donc c'est un moyen au service d'un modèle économique de votre société. Et c'est aussi votre capacité à venir disrupter, c'est-à-dire générer un peu du désordre pour être capable, bien entendu, de vendre votre solution. In fine, c'est bien ça, il faut vendre votre solution. Et donc, il y a bien cette notion d'approche entonnoir du niveau global au niveau local. Là aussi, quand on parle de problème opportunité de marché, on peut imaginer que la solution que vous êtes en train de développer, elle peut répondre à différents types d'entités. Est-ce qu'on parle de B2B? Est-ce qu'on parle de B2C? Alors, c'est très rare dans l'IIC, mais ça peut arriver. Est-ce que c'est du B2B2C? Et puis, on peut imaginer aussi ces différents segments de marché. Il faut qu'on ait une compréhension, même dans la short application, assez fine de à qui va s'adresser votre solution et concrètement avec qui vous allez gagner de l'argent. L'innovation. L'IIC n'a pas vocation à financer l'innovation incrémentale, ça a déjà été dit, mais on le rappelle ici, il faut bien être capable de démontrer que vous êtes en train de disrupter le marché, en train de taquiner un petit peu les concurrents, même s'ils sont indirects. Cette notion de timing qui était soulevée par Carole est très juste. Est-ce que c'est le bon moment pour lancer votre innovation? Est-ce que les voyants sont ouverts? Est-ce qu'il y a a priori de l'attraction de marché? L'attraction de marché de maintenant, mais de demain quand vous serez capable de commercialiser. L'innovation, c'est en quoi finalement ce que vous proposez est un réel problème, une réelle réponse à un problème qui a été clairement identifié. Et ça peut être d'ailleurs problème au pluriel. Je parlais de segments de marché, ça peut être que votre solution est capable de répondre à différents problèmes sur différents segments de marché. Le stade de développement de l'innovation. Alors là, sur la partie maturité technologique, dans cette notion de TRL, l'échelle, c'est du déclaratif. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un de la Commission européenne qui va venir chez vous pour dire je confirme, vous êtes à TRL 6. Donc, tout ceci pour dire, dès lors que vous avez des arguments, des éléments de preuve à faire valoir, il faut l'indiquer. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui de justifier, d'annoncer que vous êtes à TRL 6? Alors, d'ailleurs, je vais vous une parenthèse très rapidement. Vous regardez le programme de travail 2024, on parle de TRL 5-6. Alors, pourquoi nous, on focalise sur TRL 6? Parce que globalement, des projets TRL 6 ont alors plus de chances que des projets TRL 5. Et d'autre part, et ça c'est le point essentiel, c'est qu'a priori, dans le programme de travail 2025, qui va arriver très vite, on sera sur du TRL 6 à minima, on sera plus sur du TRL 5. Donc c'est pour ça qu'on insiste lourdement sur le TRL 6. Et donc le TRL 6, c'est quels sont les éléments qui permettent de laisser penser à un évaluateur que vous êtes bien à TRL 6. Quels sont les éléments de preuve? Puisque dès lors que vous êtes arrivé à stabiliser un TRL 6 ou voire au-dessus, un TRL 7, quelles sont les actions qui seront amenées dans le cadre du programme qui fera l'objet du financement IIC. Et puis, dans l'innovation et dans la logique même de génération de revenus, il y a cette notion de propriété intellectuelle qui revient très régulièrement. C'est encore plus vrai sur la full application avec ce qu'on appelle la freedom to operate, mais dès la short application, il faut être capable d'indiquer où est-ce que vous êtes en matière de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle n'est pas non plus une fin en soi, c'est simplement est-ce que vous êtes posé les bonnes questions en matière de propriété intellectuelle? Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui dans votre portefeuille de propriété intellectuelle? Qu'est-ce qui potentiellement pourrait être généré dans le cadre du projet? Et qu'est-ce qui va être réellement utile pour la partie scale-up, donc la partie commercialisation? Il peut y avoir des projets où l'API est pas simple à gérer parce qu'on est sur du code, parce qu'on est sur du software, parce qu'on est sur l'IA, parce qu'il y a l'algo, c'est pas si simple que ça. Par contre, si c'est des projets où on va pas tourner autour du pot, a priori, il faudra de l'API pour être capable de séduire des investisseurs à un moment donné, il faut l'indiquer très rapidement et donc dès la short application. Le marché d'analyse concurrentielle, bien entendu, TAM, SAM, SOM, ça c'est des choses, exercices de style qui est imposé, qu'il y a encore plus dans la full application. On revient à ce que j'ai dit précédemment, ce que j'ai appelé les segments, on pourrait dire c'est la typologie de clients. Donc il faut bien les caractériser, bien entendu pour les gens qui ne sont pas forcément des experts du domaine auquel vous allez vous adresser, donner des noms. Si en plus, dès maintenant, vous avez déjà des liens plus ou moins forts, des discussions avancées, plus ou moins avancées encore une fois, avec vos clients de demain, vos prospects, il faut l'indiquer parce que ça va dire qu'il y a une certaine maturation, une certaine maturité dans votre façon d'affronter votre marché. Je l'ai évoqué, partie concurrent, on ne peut pas passer outre. On parle bien de paysage complet de la concurrence indirecte et indirecte. Le pire qu'on voit en short comme en full, hein, c'est un évaluateur qui pense avoir mis le doigt sur un concurrent. Pour vous, vous ne l'avez pas indiqué parce que c'est un concurrent tellement indirect, vous ne l'avez pas indiqué, mais je pense que dans ce cas-là, vous avez intérêt à éviter ce genre d'écueil. Ça ne veut pas dire que l'évaluateur a raison, c'est pas ça, c'est que lui va se dire mais il y a eu un défaut d'analyse. Donc même les concurrents qui vous paraissent très indirects, il faut bien les indiquer à un moment donné, en expliquant pourquoi pour vous c'est la concurrence indirecte.
Et donc là, le tableau de comparaison, il est largement bienvenu, détailler la concurrence directe à minima. Et puis bien entendu, s'il y a concurrence, vous êtes capable de vous distinguer par rapport à cette concurrence selon certains critères, certains items, d'où le tableau qui permet de clarifier les choses. Et donc, s'il y a des critères discriminants, vous serez capable, bien entendu, de lister plus facilement les bénéfices de votre solution pour les clients. Et puis, le modèle économique, c'est très clairement comment vous allez faire de l'argent et avec qui, rien d'autre. Donc, il faut être capable de rassurer sur votre vision en matière de modèle économique. On sait bien que les projets sont plus ou moins matures. On sait bien qu'en vous frottant encore plus avec le terrain de jeu de la concurrence et de vos clients potentiels, votre modèle économique va peut-être s'affiner, mais au moins être capable d'apporter une vision en termes de modèle économique. C'est un élément rassurant, tout simplement, de dire a priori, on sait où on va et comment on va le faire. Les impacts, donc les liens avec les politiques européennes. Alors, en règle générale, dans les projets qui sont candidats, il y a très souvent des rapports qui ont été réalisés par la Commission européenne ou au Parlement plus généralement. Bien entendu, n'hésitez pas à y faire référence. Si vous êtes une solution pour répondre à des grands enjeux qui sont fixés par l'Europe, c'est du pain béni pour vous, donc il faut y aller. Il ne faut surtout pas prendre pour argent comptant que l'évaluateur a une bonne compréhension de ces enjeux-là. Non, c'est aussi à vous d'indiquer, la Commission européenne ou l'ONU a indiqué des grands enjeux, des grands principes. Nous, voilà dans quelle mesure on est capable d'y répondre. Et puis, c'est présent dans le tableau, vous pouvez candidater en open, c'est-à-dire c'est bottom-up, il n'y a pas de thématique, vous ne pouvez pas être hors sujet, ou il y a des challenges qui ont été listés par la Commission européenne. Ce que je viens de présenter là, sur les 2 premiers points, est encore plus vrai pour le 3e, bien entendu. Si vous positionnez sur un challenge, il faut mettre tous les éléments qui permettent de laisser penser que votre solution est une vraie réponse au challenge et que vous n'êtes pas du tout hors sujet. Et puis, dans la mesure du possible, il y a plein de choses, comme j'évoquais sur le TRL, hein, ça va être du déclaratif. Donc, il faut des éléments de preuve de ce que vous avancez. C'est la même chose aussi, si vous avez déjà des analyses en termes d'impact de cycle de vie, de bilan carbone, allez-y, mettez tous ces éléments de preuve, bien entendu, dans le dossier. L'équipe, la direction, oui, il faut bien un pilote à bord, et en général, le pilotage est ultra important, notamment sur des projets de ce type-là. Donc, les profils clés, est-ce qu'il y a a priori toutes les compétences nécessaires autour du projet? S'il en manque, c'est pas un drame, et vous pouvez très bien dire que d'ailleurs, il y a des éléments en matière de recrutement qui sont prévus et que l'IIC Accelerator, le soutien de l'IIC Accelerator permettra d'accélérer le recrutement de profils qui manquent aujourd'hui à votre équipe. Donc, on parle bien de stratégie de recrutement. Préciser aussi s'il y a un board qui est en place. Donc, démontrer qu'il y a une certaine forme de structuration déjà de l'organisation. Même si les choses avancent très vite et que la structuration d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Mais en tout cas, dites où est-ce que vous en êtes et quelle est votre vision sur le sujet. L'égalité des genres, c'est un élément essentiel. Si aujourd'hui, dans votre board, il y a des femmes, c'est très bien. C'est un élément discriminant, positivement discriminant d'ailleurs, c'est indiqué tel quel dans le texte, donc profitez-en. Si dans la société il y a 50% de femmes, 50% d'hommes, très bien, mettez-le en avant. Si ce n'est pas le cas, admettons, est-ce qu'il y a des initiatives particulières que vous avez prises en considération, que vous allez monter pour être capable d'avoir un rééquilibrage. Et puis, bien entendu, si vous avez des employés clés, et l'idée c'est d'avoir le minimum de turnover pas au sens chiffre d'affaires, est-ce qu'il y a un plan d'épargne salariale qui est prévu et comment vous faites pour gérer vos profils clés et les conditions de rétention de ces salariés clés. La demande de financement, je l'ai déjà dit, donc c'est indicatif, hein, vous pouvez tout changer à l'étape 2. C'est pas formellement évalué en tant que tel dans l'évaluation. Mais tant qu'à faire, autant être dans le vrai très rapidement. Le besoin financier, c'est d'indiquer la modalité de financement envisagée, ce que j'évoquais précédemment. Estimer les besoins en termes de subventions et en investissement à grosse maille, mais plus vous serez précis, mieux ça sera. Et puis, qu'est-ce qui permet aujourd'hui de se dire à des évaluateurs, oui, ce projet mérite un financement à l'IIC, et donc ça veut dire d'expliquer pourquoi vous candidatez à l'IIC et qu'est-ce qui justifie cette demande de financement. Et c'est là où on est toujours sur l'accord de RAID entre un projet qui est suffisamment séduisant et qui a priori va être capable de séduire des investisseurs outre le fonds IIC, et un projet qui est toujours aussi séduisant mais qui a un peu de difficulté à trouver du financement en privé, en parallèle. Vu la période 2023-2024, c'est assez facile à justifier puisqu'il y a quand même une certaine frilosité de la part des fonds VC, donc ça peut assez facilement s'expliquer.
Et puis les annexes, il y a cette partie consentement. Consentement, notamment, il y a une case à cocher ou à décocher, je ne sais plus. C'est est-ce que vous autorisez à ce que nous, PCN, on soit informés de votre candidature? Alors ça a une importance qui n'est pas anodine, c'est que lorsqu'on est informé de votre candidature, on est capable de vous accompagner. Si on n'est pas informé, on ne peut pas le savoir. Ça veut dire qu'on peut vous intégrer dans des ateliers de relecture qui sont organisés en région, des ateliers de relecture sur la full proposal. Si vous n'êtes pas retenu à l'issue de la short application, c'est être capable de discuter avec vous, c'est quelles sont les perspectives d'évolution et quelle est la stratégie adoptée. Et puis pareil, bien entendu, sur la partie jury, si vous passez la full proposal, vous serez invité aux auditions à Bruxelles. Et donc là aussi, on fait des pitchs blancs. Et puis la vidéo, c'est maximum 3 minutes, c'est 3 employés clés qui prennent la parole. Et puis nous, on a fait tout un lien dédié sur la partie vidéo, mais nous, ce qu'on conseille, c'est de privilégier l'anglais, d'ajouter des sous-titres en anglais, même si vous maîtrisez très bien la langue, ça ne sera pas, la langue anglaise tout du moins, ce ne sera peut-être pas forcément le cas des évaluateurs. Donc voilà, mettez les chances de votre côté pour que vous soyez intelligible, donc privilégiez l'anglais, et puis d'ajouter les sous-titres en anglais. Et dans cette vidéo, c'est quelles sont les motivations et intérêts à candidater. Et l'idée, c'est de rendre vie à ce projet, donner vie à ce projet, qu'il soit concret. Si vous avez des images à montrer, c'est le moment, c'est une vidéo, donc il faut que ce soit suffisamment visuel. Et point essentiel aussi, vidéo, on a l'impression que non, vous n'avez pas besoin de faire appel à un grand réalisateur primé à Cannes, c'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez faire les clés moyennes du bord et ça se fait très bien aussi. Et dans le lien qui est sur cette slide-là, donc vers l'article qui a été rédigé par le PCN, il y a aussi des exemples de vidéos de lauréats. Donc vous verrez ce qu'il en est. C'est des vidéos qui sont publiques, donc on a l'autorisation de les indiquer. Et puis en annexe, une annexe qui laisse penser que c'est accessoire, c'est annexe, pas accessoire, c'est hautement nécessaire. C'est les 10 slides. Et on peut dire ce qu'on veut, c'est plus facile de dire 10 slides que lire 12 pages, en plus d'écriture 11. Donc ces 10 slides doivent être parfaitement soignés, ils doivent être considérés comme autoportants. C'est je lis 10 slides, j'ai compris votre projet, je sais où vous allez nous embarquer. Donc prenez du temps aussi pour faire cette présentation. Ne dites pas tiens c'est un truc accessoire qui ne sera pas lu. Non, ça sera forcément lu, le pitch deck est forcément lu. Tout comme la vidéo, elle sera forcément lue. Et puis bien entendu, l'idée du pitch deck, c'est de faire ressortir les informations clés qu'on trouve dans la part B. Et s'il y a des éléments supplémentaires que vous n'avez pas réussi à mettre dans les 12 pages, vous pouvez les caler, mais encore une fois, il faut que ce soit des éléments considérés comme essentiels. Et on a remis un lien ici, c'est le guide qui a été fait par Access to AIC, qui est un réseau qui intègre les PCN à l'échelle européenne. Et puis aller très vite pour attaquer la partie questions-réponses. Donc le PCN EIC Accelerator, vous avez 2 membres aujourd'hui pour le webinaire, mais on est 6. Il y a Gorka qui est au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est le seul parmi nous 6 à être 100% dédié à la mission de PCN EIC Accelerator. Les autres personnes que vous voyez à l'écran, les 5 autres, Carole et moi notamment, on a d'autres casquettes. On est PCN EIC Accelerator en fonction des personnes entre 20 et 40% de notre temps. Et l'adresse mail générique permet de ventiler sur l'ensemble des interlocuteurs que vous voyez à l'écran. L'actualité se trouve sur notre site internet. Là où on a le plus de réactivité, c'est clairement sur LinkedIn. Dès qu'on a une information un peu nouvelle, on n'hésite pas à la poster. Et puis également le lien vers la plateforme Euroquity qui permet de rejoindre la communauté des sociétés qui sont intéressées par le EIC Accelerator ou qui ont déjà candidaté à l'EIC Accelerator. L'accompagnement PCN, je l'évoquais très brièvement, en tout cas intégré dans mes propos. Il y a un premier volet, c'est de diagnostic, c'est de vérifier l'éligibilité de votre société et la pertinence du projet à l'EIC Accelerator. C'est un travail qui n'est pas anodin, c'est quand même assez chronophage de candidater à l'EIC Accelerator. Donc pour nous, si on décèle des voyants qui ne sont pas totalement verts, on n'hésitera pas à vous le dire. On n'est pas là pour se dire il faut qu'il y ait absolument plus de candidatures à l'EIC Accelerator. Vous l'avez vu, la France a de très bons résultats. Nous, ce qu'on veut, c'est que la France continue à avoir encore d'excellents résultats. Et ça peut passer, bien entendu, à l'issue du diagnostic par un filtre en disant c'est peut-être pas le bon moment, ou c'est trop tard, ou c'est trop tôt, ou il faudrait prendre le problème de telle façon. Donc ça, on n'hésite pas à le dire. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Il y a un accompagnement qui soit au fil de l'eau pour répondre aux questions et aux problèmes lors de la candidature. Il y a un travail aussi de préparation au travers des ateliers de relecture qui se font en partenariat avec les régions, et c'est les régions qui sont un peu chefs de file sur ces ateliers de relecture. Ça peut être la région Auvergne-Rhône-Alpes est très active sur le sujet, mais d'autres, et on essaie de monter ça avec toutes les régions, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous PCN, on fera le lien avec les régions en l'occurrence, et il peut y avoir des ateliers de relecture en fonction des régions qui peuvent être consacrés sur la short application,
mais également sur la full application. Et là, c'est complètement maîtrisé par le PCN de l'IC Accelerator. On accompagne aussi pour les oraux. Donc, une fois que vous êtes retenu à l'issue de la full application, vous êtes attendu en interview à Bruxelles. Nous, ce qu'on met en place, c'est des pitchs blancs. Donc, comme si vous étiez dans les conditions, sauf qu'on est en distanciel, vous faites votre pitch de 10 minutes. Et puis, vous passez sur le grill sur des questions-réponses pendant 35 minutes, comme vous pourriez l'être à Bruxelles. Et on a des très bons feedbacks, puisque d'ailleurs la majorité des lauréats sont passés par ces ateliers de relecture, tout comme de pitch blanc. Et puis bien entendu, notre travail aussi, c'est d'être capable de monitorer la situation des lauréats, savoir si ça se passe bien en matière de contractualisation, s'il n'y a pas de retard. Il peut y avoir des retards qui sont liés à la commission en tant que telle dans son fonctionnement, comme il peut y avoir des retards qui sont liés au lauréat parce qu'il a du mal à trouver le lead investor, etc. Donc il y a tous ces éléments qui sont pris en considération. Et là, c'est le récap des différents liens utiles qui amènent vers la boîte à outils du PCN. Et pour terminer, avant de passer sur la partie questions-réponses, il existe des aides au montage, des aides financières au montage qui permettent de venir cofinancer le montage du dossier par des cabinets conseils qui sont expérimentés sur le montage du dossier EIC Accelerator. Donc, il y a une aide nationale qui s'appelle le DIAG Europe, le lien est ici, qui est opéré par BPI France, qui permet donc de cofinancer l'intervention d'un cabinet conseil sur le montage du dossier EIC Accelerator. Vous avez également Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire, et également PACA, qui ont des aides dédiées. À vous de voir ce qui est le plus intéressant. Sachez qu'il y a des aides en région qui couvrent aussi le montage de la short application, alors que l'aide nationale a vocation à ne couvrir que le montage de la full application. Donc à regarder au cas par cas. Merci à vous. Et puis on va partir très rapidement sur la partie questions-réponses. Alors, bonjour. Pour qu'un projet soit considéré comme éligible à l'IIC Accelerator, faut-il qu'il soit passé en TRL 1 à 6 dans le passé? Alors, un projet TRL 1 à 6 piloté par une startup, c'est très très rare. Une startup qui commence à TRL 1, c'est très très rare. Donc une technologie nouvelle, en général, ça peut faire l'objet, la société peut être une spin-off du monde académique où il a pris la technologie un peu plus tard, vers TRL 3, 4. Mais oui, des projets où la startup a commencé à naître en portant cette technologie-là, elle est à TRL 3, 4, elle a mis jusqu'à TRL 6. Oui, ça, c'est des choses, c'est des histoires qu'on voit très régulièrement. Mais encore une fois, on n'est pas obligé d'être passé par Pathfinder et ou transition pour candidater à Accelerator. La majorité, très très grande majorité des lauréats EIC Accelerator ne sont jamais passés par Pathfinder et ou transition. Une autre question. Alors Carole, sache que ton micro est coupé, donc si tu veux intervenir, n'hésite pas. Deux dates. Bonjour, pourquoi deux dates 2025? 12 mars et 1er octobre. Alors ça, ce sont des dates prévisionnelles qui ne sont en rien définitives, qu'on peut imaginer comme les dates de relève de la full application. Donc, ce qu'a évoqué Carole, c'est que tous les mois, il y a un changement. Avant, c'était n'importe quel jour. À partir de 2025, une fois par mois, en début de mois, il va y avoir des relèves de la short application. Par contre, la full application, vous avez que deux dates de relève, ce qu'on appelle les dates de cut-off. Et en 2025, il y en aura une date en mars et une date en octobre. Vigilance par rapport aux dates qui ont été indiquées à l'écran, puisque ce sont des dates prévisionnelles. Peut-être que lorsque le programme de travail sera entériné, ça sera peut-être des nouvelles dates. Mais a priori, on sera uniquement sur deux dates de relève de la full application. J'espère répondre à votre question. Alors, combien de dossiers déposés à l'étape 1? Carole, ton micro est coupé, alors je ne sais pas si tu veux... Non, je ne veux pas forcément parler parce que je n'ai pas le chiffre. Bon, je ne l'ai pas forcément avec moi, on peut le trouver assez facilement. Mais pour avoir un ordre d'idée, ça permet d'avoir un faisceau d'indices, non pas sur la short application, mais dernier cut-off Sur la foule. De la foule, on était à 1200, quelque chose comme ça, candidature. Et puis, pardonne-moi Jérôme, mais la short c'est compliqué parce qu'en fait nous on a une relève mensuelle, donc après il faut qu'on additionne tout ça, mais ouais, enfin, juste pour dire, j'entends bien la question et on va vous donner le chiffre, mais je suis pas certaine qu'il soit très évocateur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que comme vous avez un laps de temps assez long finalement pour déposer votre foule,
ça va pas nous dire grand-chose, alors que le chiffre qu'évoque Jérôme, et je te repasse la parole, me paraît beaucoup plus pertinent. Vas-y Jérôme, je te laisse poursuivre sur le Non, dossier. non, ce que je dis après, il y a la métrique qui est intéressante, c'est le nombre de candidatures à la foule qui donne, parce qu'en fait, la foule, c'est les gens qui ont passé la short application. Donc, globalement, ce sont quand même des bons dossiers qui candidatent. Et on est sur une volumétrie de 1200 candidatures par cut-off. Alors, c'est pas varié d'un cut-off à l'autre. Et bien entendu, il peut y avoir dans ce lot de 1200 candidatures, par exemple, il peut y avoir des gens qui ont déjà candidaté sur des cut-offs précédents, donc sur des dates de relève full application. Donc, il y a des choses, il y a aussi des fausses premières candidatures. Ça fait partie du jeu de pouvoir recandidater. Donc là, et puis j'ai envie de dire, au final, on pourrait dire le taux de succès du dispositif EIC Accelerator entre le moment où je commence à soumettre à la short application et le moment où je suis lauréat, grosso modo, on va dire c'est 5%. C'est plus pour les Français, et tant mieux, parce que c'est des dossiers qui sont plus matures et qui sont très bien préparés. Mais néanmoins, vous ne trouvez pas au niveau national un dispositif qui permet comme ça d'avoir une subvention jusqu'à 2,5 millions d'euros, qui reprend 70% des dépenses et qui intègre également un volet equity. Donc la partie taux de succès, je pense qu'il ne faut pas rester là-dessus. D'ailleurs, c'est ce qu'on met souvent, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. Même à 5%, c'est pas, on est à plus encore une fois en France, mais ça ne veut pas dire que le dispositif il est à écarter parce qu'il y a un taux de succès relativement faible. Quand on parle du budget, est-ce le coût total du projet ou le montant de la subvention recherchée en fonction du taux d'aide? Alors, je ne sais pas à quel moment on a parlé du budget. Alors, le budget, pour le dire autrement, quand vous présentez votre budget sur la partie subvention, vous pouvez dire par exemple, mes 24 mois qui relèvent de la subvention, j'en ai pour 6 millions d'euros, admettons. De toute manière, même si vous annoncez 6 ou 60 millions d'euros, ça ne changera pas grand-chose. Enfin, ça change la chose, la partie évaluation. Mais d'un point de vue mécanique et administrative, ça ne changera pas grand-chose parce que de toute manière, la subvention va être plafonnée à 2,5 millions d'euros. Donc, comme il y a un taux d'aide à 2,70%, quand vous avez une subvention maximale à 2,5 millions d'euros d'aide, c'est qu'en règle générale, vous pouvez présenter à minima une assiette à 3 millions et quelques euros. Si vous dites, ça aussi ça a une importance, pas d'un point de vue administratif ou financier, mais c'est, vous dites, je demande 2,5 millions d'euros d'aide sur un projet qui me coûte 60 millions d'euros d'aide sur la même période, se posera une question très rapidement. Comment vous allez réussir à cofinancer ce qui n'est pas financé par la subvention EIC? Ça peut être bien entendu par l'intermédiaire de la levée de fonds, mais est-ce que ce que vous demandez en termes de levée de fonds sur la partie equity est raisonnable dans le tour de table qui est demandé? Donc en fait, il y a une question de cohérence qui est regardée, mais quand on parle de budget, on parle bien du budget du projet sur la partie subvention, et après vient se greffer également le budget qui relève de la partie equity. Donc on a bien un budget global du projet, mais se posera la question, c'est comment vous êtes capable de cofinancer ce qui n'est pas financé par l'intervention liée ici, que ce soit par la partie subvention comme la partie equity. La règle du cool-down ne concerne que les dépôts EIC. Oui, la réponse c'est oui. Cette période de cool-down concerne les dépôts EIC sur le volet accélérateur. Ce que vous avez pu faire sur Pathfinder ou Transition, j'allais dire quelque part, on s'en fiche. Donc ça ne vient pas bloquer des candidatures. Si jamais vous prenez 3 cool-down sur, enfin une période de cool-down après 3 échecs à l'EIC Accelerator, rien ne vous empêche bien entendu de candidater à Pathfinder et Transition. Alors bien entendu, on peut supposer que ce ne sera pas du tout les mêmes projets puisque ce n'est pas le même niveau de TRL, mais non, il n'y a pas de... Je ne suis pas, entre guillemets, blacklisté sur l'intégralité du programme EIC. Je suis blacklisté sur le nombre de candidatures à l'EIC Accelerator. J'espère répondre à la question. Alors, les pitchs se font-ils en anglais ou dans la langue d'origine? Plusieurs personnes peuvent-elles pitcher ou conseillez-vous d'avoir une personne représentative, même si elle ne maîtrise pas toutes les spécificités techniques? Alors, oui, ça se fait en anglais. La langue de travail, c'est la langue anglaise, aussi bien sur la partie écrite que sur la partie orale, puisque les interactions avec les membres du jury à Bruxelles, si vous atteignez l'étape 3, ça se fait en anglais. Le pitch, en règle générale, nous, ce qu'on voit comme format, déjà, on peut y aller jusqu'à 3 à la partie physique. Et là, on voit tous les formats. Il y a des gens qui pitchent tout seuls, à 2, à 3. Bon, chacun fait un peu comme il veut. Néanmoins, sur la partie questions-réponses, si on arrive à 3, en règle générale, les 3 ont vocation à prendre la parole. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui sera peut-être plus sur la partie marketing ou finance, d'autres qui sont plus sur la partie scientifique. Et puis, en règle générale, il y a le CEO ou la CEO qui prennent la parole. On n'a pas vu, en tout cas, on n'a pas d'éléments
factuel sur un dossier qui pitch, une personne pitch seule a plus de chances d'être lauréat in fine qu'un dossier où ça pitch à 3 et inversement. Il n'y a rien là-dessus, en tout cas, il faut y aller. Le pitch dure 10 minutes. Hein. Par contre, la partie question-réponse dure 35 minutes. Moi, juste peut-être un petit mot, c'est un avis parfaitement personnel. Je pense qu'il faut quand même des gens hyper précis, hyper compétents pour répondre aux questions. Donc, si la personne qui vient toute seule est capable, je le dis avec mes mots, de faire illusion pendant les 10 minutes de pitch, voilà, parce qu'il y a des gens qui s'expriment extrêmement bien, qui connaissent quand même grosso modo le projet. Mais si après, techniquement, il y a des questions notamment financières sur l'effet de levier ou alors des questions sur le go-to-market très technique, il vaut mieux savoir répondre aux questions si on veut avoir une chance d'être sélectionné. Et je rappelle que potentiellement, vous pouvez jouer jusqu'à 17,5 millions d'euros. Alors, je sais bien, une fois que j'ai dit ça, on voit que la moyenne des Français, c'est 8. Mais quand même pour 8 millions d'euros, ça vaut peut-être le coup voilà, d'investir et en tout cas de bien préparer cet oral avec les bonnes personnes. Merci. Oui, une question. Oui, alors oui, la demande du type de financement, elle est vous l'indiquez dans la short application, mais vous pouvez très bien changer en full application. Ça a été dit et je le répète là, vous pouvez très bien changer entre la short et la full application. Vous avez le droit de changer d'avis en matière. Pareil pour le montant. Peut-on aller jusqu'au bout? Lauréat pour une première candidature, on entend souvent qu'il faut candidater plusieurs fois pour être sélectionné. Tu veux répondre, Carole, ou comme tu veux. Sur plusieurs candidatures, c'était ça la question? Oui, en fait, la question c'est oui. Alors, oui, on a vu des lauréats être lauréats dès la première candidature. Il y en a, et il y en a à chaque cut-off. Après, il y a une tendance quand même, c'est les gens y reviennent pour être lauréats parce qu'il y a un peu une courbe d'expérience, parce que l'entreprise arrive à maturité, plus à maturité qu'à la première candidature, par exemple. Il peut y avoir un item en disant, tiens, en matière par exemple, de santé, de pharma, bah, il y a un bout d'essai clinique qui vient d'être fini, bah, ça donne beaucoup plus de valeur au dossier en lui-même. Voilà, chaque fois, normalement, quand vous recandidatez, quand il se passe 6 mois entre deux candidatures, l'entreprise n'est pas restée les bras croisés, il s'est passé plein de choses. Et parfois, plein de choses peut être déterminant parce que c'est une meilleure appréciation du projet et que ça démontre encore plus l'idée qu'il y a vraiment une traction autour du projet. Donc oui, il y a des projets, pour répondre à votre question, qui ont été lauréats dès la première candidature, tout comme il y a plein de projets qui sont lauréats après plusieurs candidatures. Voilà. Le seul truc, c'est qu'il faut être lauréat avant d'avoir pris 3 no-go, puisque vous l'avez compris, si vous avez pris 3 échecs ventilés sur l'ensemble des phases de sélection, eh bien, ça s'arrête là pour vous dans le cadre de l'EIC Accelerator. Est-ce qu'un appel thématique sur le spatial est prévu en 2025? Carole, je sais pas. Oui, mais pour moi, c'est non. Ouais, a priori, non, mais encore une fois, il faut attendre le programme de travail. Ouais. Et encore une fois, certains ne seront peut-être pas d'accord avec ce que je veux dire, mais pour moi, le fait de s'insérer dans un challenge, c'est la cerise sur le gâteau, une candidature. Ça ne doit pas être la motivation première pour candidater à l'EIC Accelerator. La motivation de l'EIC Accelerator, c'est je suis du deep tech, je souhaite faire du scale-up, j'ai besoin de financement de type EIC Accelerator, je candidate. C'est pas me dire, tiens, j'ai vu un appel à projet spatial, j'y vais. Oui, ça peut être. Peut-être que vous n'avez pas retiré votre attention, mais on parle bien de scope de mon projet pour candidater. Le programme de travail devrait sortir en octobre. Après, du spatial, le mot spatial doit être indiqué. Est-ce que c'est dédié spatial? C'est autre chose. Il y a. Donc, du coup, je suis en train de voir la dernière version qu'on vient juste d'avoir. Hein. C'est pour ça qu'on n'est pas complètement au top. Infrastructure spatiale. OK. Donc, Voilà. Donc, il y aura des choses. Mais encore une fois, ça n'a pas conditionné. Il y a quelque chose. C'est pour ça que j'avais sorti la dernière version. Il y a quelque chose, mais encore une fois, c'est pas. Faut attendre quand même la fin du mois d'octobre pour s'assurer. Mais il y a quelque chose. Mais je confirme complètement ce que vient de dire Jérôme. Hein, cette volonté de vouloir s'inscrire absolument dans des challenges, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui doit toujours vous animer et je vais même peut-être aller encore un petit peu plus loin parce que quand on répond à un challenge, il faut avoir dans l'état d'esprit qu'il faut être dans cet état d'esprit d'autonomie stratégique européenne, il faut être dans cet état d'esprit de permettre à notre continent d'être souverain.
Donc, ça ajoute et ça rajoute aussi un critère supplémentaire. Voilà, donc c'est bien parce que vous rentrez dans le challenge, ok, mais d'un autre côté, il faut vraiment que ce soit une technologie stratégique. Clair. Alors, il y a des questions. Où trouver les liens mentionnés dans cette présentation? Alors, ce qui va être fait, dans l'après-midi, vous allez recevoir un email. Donc, regardez bien vos emails, voir vos courriers indésirables. Ça peut se glisser à l'intérieur. Vous aurez un lien qui vous permettra de télécharger la présentation et qui vous donnera accès également au replay du webinaire. Et sur la présentation, les liens sont cliquables. Donc, ça vous emmènera, sauf un lien erroné, ça vous emmènera vers la bonne page et donc les différentes sources. Et ça permettra de répondre à une question que je viens de voir, des exemples de projets déjà lauréats. Alors, il faut savoir que les lauréats de l'EIC Accelerator, qu'ils soient français ou européens, c'est des données publiques. Elles existent. Il y a des liens qui permettent de référencer l'ensemble des projets lauréats. Vous verrez ce qu'il en est. Donc, quand on parle de deep tech, on retrouve beaucoup de choses en santé, de la pharma, on trouve beaucoup de medtech. Il peut y avoir également un peu d'IA. Il y a des choses sur énergie, environnement. Donc, les grandes thématiques phares. Mais vous le verrez, c'est quand même des projets qui sont fortement deep tech et fortement liés à la recherche. Donc un projet qui est entre guillemets tech, pour le dire autrement et propres mots, des projets de plateforme numérique avec du SaaS, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants d'un point de vue innovant. Par contre, en règle générale, c'est des projets aujourd'hui qui ne sont pas financés à l'EIC Accelerator. Donc, parce que je décode la question. Donc voilà, ça ne sera pas forcément des voyants ouverts. Alors après, on peut échanger, mais vous le verrez sur cette liste, des acteurs du plutôt numérique, ils vont venir avec de l'IA ou c'est du développement qui va accélérer le numérique comme le quantique, des choses comme ça. Mais on est quand même sur vraiment très, très deep tech pour le coup. Alors, une autre question. Compte tenu, alors ça c'est pas une question, oui, si, enfin, c'est un commentaire, une question, mais compte tenu de la frilosité des VC depuis plus d'un an, le nombre de dépôts de dossiers risque d'exploser et de ce fait réduire la probabilité de succès. Comment voyez-vous l'avenir à court terme? Déjà le même constat, bien entendu, hein, les VC sont frileux. 2023-2024 ne sont pas des excellentes années, en tout cas on a connu mieux, ça c'est évident. Les VC eux-mêmes parfois ont un peu de mal à lever des fonds. On a 2025, il y aura encore du budget EIC qui a été un petit peu gratté, voilà, malheureusement, mais on peut aussi se dire que oui, de la candidature, il y en aura. Il y a toujours eu la candidature à l'EIC Accelerator. Ce qui peut être un peu rassurant, c'est le fait qu'il y ait une short application un peu plus saignante qu'avant. Et ça permettra peut-être à des projets qui sont un peu moins dans le scope d'être écartés plus tôt et peut-être d'aller trouver d'autres guichets. Donc on pourrait imaginer que, parce que le passage de 3 go sur 4, de 2 go sur 4, pardon, à 3 go sur 4 dans le cas de la short, c'est depuis 2024. Donc le retour d'expérience, il commence à se faire, mais c'est plutôt aujourd'hui positif parce que ça permet de mettre sur le côté des dossiers très rapidement qui ont beaucoup travaillé sur une full application avec peu d'espoir in fine d'être lauréat. Donc oui, il y aura la candidature, ça c'est évident. Est-ce que ça va se traduire très vite par un taux de succès plus faible? À voir, trop tôt pour le dire, quoi. Et puis il ne faut pas oublier non plus qu'il y a peut-être des sociétés qui seront arrivées à échéance des 3 tentatives aussi. Donc voilà. Carole, si tu veux réagir, n'hésite pas. Non, non, c'est bon, je suis complètement en phase. Il y a une question qui est un peu spécifique. Le sujet batterie et blockchain, est-ce que c'est du deep tech? On ne peut pas rentrer du cas par cas, mais après, il faudra voir aussi avec les challenges qui vont être publiés. Alors, il y a une autre question. Pardon. Alors, quel est l'intérêt de passer par le plugin de BPI? Alors, l'intérêt, c'est que vous ne grillez pas une cartouche. Comme vous en avez le droit qu'à 3 sur l'ensemble du parcours, ça veut dire que vous gardez vos 3 cartouches pour la foule et pour l'audition, puisque vous n'en grillez pas une pour la short proposal, puisque vous venez directement en étape 2. Donc ça, c'est un avantage du plugin.
Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter, Jérôme. Non, très bien. Alors, peut-être que la question à venir, parce qu'on n'a pas évoqué effectivement le cas du plugin. Le plugin, donc c'est des tickets, grosso modo entre 70 et 80, qui sont distribués par an en France, puisque chaque État membre peut utiliser ces tickets s'il le souhaite, qui sont aujourd'hui opérés par BPI France, qui fonctionnent en règle générale sous une forme de cohorte ou de promotion sur différents dispositifs, ILAB, Innov, etc. Bien entendu, ça peut être traité au cas par cas, mais ça ne doit, encore une fois, un peu comme la partie challenge, c'est pas l'élément majeur qui doit conditionner votre candidature à l'IIC Accelerator. Ça peut être le cerise sur le gâteau comme le challenge qui va bien, mais c'est pas ce qui doit conditionner votre candidature à l'IIC Accelerator. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas sur la partie spécifique, le plugin, on ne sera pas à y répondre avec l'adresse générique PSN EIC Accelerator. Eh bien, je crois qu'on a purgé l'ensemble des questions. Après, il y a des questions qui sont de l'ordre thématique, hein. Des sujets matériaux sont-ils éligibles? Ben oui, sur le principe, il n'y a rien qui interdit des matériaux. Il y a déjà eu des projets dédiés aux matériaux qui ont été financés. Et encore une fois, même s'il n'y a pas de challenge matériaux en 2025, c'est pas du tout dramatique en soi. Et le programme de travail, il verra le jour théoriquement octobre. Et restez connectés puisque novembre, début novembre, on a prévu, première quinzaine de novembre, on a prévu aussi le PCNIC Accelerator de faire un webinaire qui est spécifiquement consacré aux nouveautés du programme de travail 2025. Vous en serez tous sur les challenges, ça permettra de confirmer ce qu'on a pu dire sur les dates, sur les niveaux de TRL, etc. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Pas d'autres questions. Peut-être juste sur cette idée toujours de challenge et d'open, sachez que grosso modo, il y a autant d'argent sur les open calls, donc sans thématique, que sur les appels avec thématique. Voilà, pour ceux qui sont un peu réticents à aller éventuellement vers l'open ou qui ont peur, c'est un budget à peu près équivalent entre open et challenge. Voilà. Et pour rebondir, lorsqu'il y a sous-consommation du budget sur challenge, ça bascule sur open. Voilà, en plus. Voilà, En plus. donc, ok, ben, on est donc, à votre disposition. disposition. Sur la partie thématique, n'hésitez pas à poser des questions sur l'adresse générique. Monsieur me dit, vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, hop, je regarde, parce qu'on sans ne pas répondre à votre question, monsieur. Si on est capable d'y répondre, ça c'est encore autre chose. Lorsqu'une innovation disruptive reconnue par la pose d'un brevet est mise en œuvre par machine learning, comment savoir si on est à TRL 5 ou 6? Autrement dit, il n'y a pas de prototype physique. Alors, le prototype physique, c'est quand vous faites de l'IA, dans les faits, il n'y a pas de prototype physique. Donc, en fait, votre question n'est pas spécifique à votre projet. Il y a plein de projets dans le numérique ou d'IA où il n'y a pas de proto physique, ça se passe comme ça. Donc, on est bien sur les déclaratifs. C'est à vous de déterminer, selon l'échelle TRL, ce qui est TRL 5 ou TRL 6. La seule chose que vous devez retenir, c'est qu'il faut être capable de justifier pourquoi vous déclarez TRL 6, puisque TRL 6 est un critère d'éligibilité. Si annoncé en dessous, votre dossier théoriquement ne sera pas lu, ou à un moment donné, vous mettront carton rouge en disant vous n'êtes pas au bon niveau TRL. Donc, c'est une appréciation qui relève de l'entreprise au moment de la candidature, avec ce qu'on conseille toujours, de mettre des éléments qui permettent d'apprécier que vous êtes dans le vrai quand vous annoncez TRL 6. Voilà. Ou TRL 7 si vous êtes au-delà de TRL 6. J'espère avoir répondu à votre question, monsieur. Par exemple, des résultats de test ou ce genre de choses, hein, ça permet justement factuellement d'attester que votre innovation, j'allais dire, commence à produire un certain nombre de résultats et que donc elle mérite, entre guillemets, d'être mise sur le marché et d'être industrialisée pour reprendre la définition de l'IIC Accelerator. Donc, élément factuel. Merci à tous. On vous souhaite une très bonne journée. Vous recevez donc par mail lien vers le replay et lien vers le support de présentation. Et le PCNIC Accelerator est à votre disposition si vous avez des questions. Et si vous attendez avec impatience les nouveautés 2025, ce sera le 8 novembre, si je ne me trompe pas. Voilà, vous serez informés. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous.